Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cet entretien, ce premier entretien de la nouvelle saison de Dimanche, c'est politique. Comme je vous le rappelais à l'entame de cette émission, nous allons recevoir pour vous ce matin non pas un politicien, non pas un expert de la chose électorale, non pas une personnalité en tout cas encore en activité. Nous allons recevoir un citoyen, on va dire un citoyen lambda, un citoyen qui se fond dans la masse, mais qui a on va dire qu'il y a un background assez intéressant parce que dans une vie antérieure, il a été professeur de français, il a été écrivain, il est écrivain et il est un observateur assidu de l'actualité nationale. Pascal, bonjour. Bonjour, journaliste. Comment allez-vous? Ça va. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler aussi. Voilà, c'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir. Merci. Comme à l'accoutumée, je mène cet entretien avec Angèle Touboula. Angèle Touboula, bonjour. Bonjour François-Xavier Noumon, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur Arossi L'Enfant. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà. Durant toute cette période, on a eu droit à beaucoup de commentaires d'experts de tout acabit, de politiques, d'observateurs, je le disais, d'experts de la chose électorale. Aujourd'hui, nous vous recevons pour avoir notre son de cloche. Déjà, on voudrait vous demander comment vous avez observé tout ce qui s'est passé, on va dire, de la campagne électorale. On ne va pas revenir sur l'avant-campagne, de la campagne électorale jusqu'à ces élections-là, dont on est en train de sortir. Ah oui, merci. Bon, merci encore. Et bon, à l'entame, là, je souhaite d'abord... Je vous souhaite heureuse année. Et je souhaite à l'institution de prospérer pour sonder le Bénin profond, quoi. Parce qu'il y a les spécialistes, comme vous dites, de la chose politique, mais il y a des gens qui sont de simples citoyens et qu'il faut parfois questionner afin de prendre le pouls de ce que les uns et les autres disent pour voir comment va la nation. Bon, comment je vois tout ça? Ah oui, ben... D'entrée de jeu, je dirais que si c'est par rapport aux élections passées, chacun l'a vu, hein, les élections passées, les élections législatives de cette année n'ont rien de commun avec les élections législatives de 2019. Hein, 2019. C'est nettement mieux, parce que la démocratie a monté d'un cran. Pourquoi je dis cela? Parce que de toute façon, il y a eu des propos, non, des sorties comme ça, verbales, à quoi il ne fallait pas s'attendre en 2019. Quand je prends un parti comme les démocrates, ah oui, mais là, ils ont parlé vraiment librement. Ça, personne ne peut le nier. Ils ont parlé librement, mais est-ce qu'il a été interdit de parler librement? Est-ce qu'il y avait un musulman? Là, vous savez, chacun le dit. Chacun dit que... Ce qui est dit et ce qui se fait, il y a une différence quand même. Ah oui, mais en 2019, on ne pouvait pas tout dire. Hein. Au point en quel sens alors? Ah, mais en quel sens? C'est-à-dire qu'on n'était pas tout simplement libre de tout dire. Ça fait un. Ensuite, l'accès aux élections était presque barré à certains partis. Puisque, au finish, on n'a eu que 2 partis qui étaient tous de la mouvance présidentielle. On a remarqué le fait jusqu'à l'extérieur, mais cette année, on a comme l'impression qu'un vent de liberté a commencé à souffler au Bénin. Bon, même si, vous savez, le citoyen, quand il est longtemps comprimé, quand on lui donne la possibilité de s'exprimer, bon, il va dans tous les sens. C'est ce que moi j'ai observé. Et lors de ces élections-là, quelqu'un a dit, et c'était dans les démocrates, je crois, ou dans FCBE, parce que, bon, quoi qu'on accuse FCBE d'être un peu de la mouvance, de ne pas être l'opposition franche, quand je prends Adou Konou par exemple, ils ont dit des choses suffisamment lumineuses, hein, très libres. Et donc, certains estimaient qu'il fallait visiter un peu les coins du Bénin, nos campagnes, nos villages, et même au Cotonou profond, que les gens ont peur. Ils ont peur qu'il y a des endroits où on leur dit, mais ah, écoutez, laissez-moi tranquille, ce n'est pas là des choses dont il faut parler. Les gens ont peur. Bon, cette peur-là a disparu momentanément, et je crois que c'est bien pour le Bénin, parce que la démocratie n'est pas le résultat de la pensée unique. Il faut une confrontation. La démocratie naît de la concertation.
Et même si ce que X dit n'est pas bien dit, il faut l'écouter. On n'est pas obligé de chanter ce qui se fait. Parce que la meilleure façon même d'induire le chef en erreur, c'est de le féliciter tout le temps, de dire du bien de lui tout le temps. Il faut parfois oser lui dire courageusement, ah là ça va pas, parce qu'au finish, il fait son temps, mais quand il va partir, quel héritage laisse-t-il? Qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Parce que ce que M. Talon ne doit pas ignorer, c'est qu'il n'est pas sûr, quand il arrivera à perdre le pouvoir un jour, ou à quitter le pouvoir, il n'est pas sûr du nombre de gens qui lui seront indéfectibles. Alors là, votre boss, excusez-moi, le directeur là, de la chaîne, il a dit, mais quand on parle de l'opposition, écoutez, et quand on prend BR, telle personne était un yaïste indéfectible. Quand on prend l'UP, il a dit quelque chose comme ça. Bien sûr. Ah, c'est notoire. C'est pourquoi quand vous êtes au pouvoir, vous devez laisser les gens parler pour apprendre à connaître votre peuple et à savoir vous réajuster. Merci. Vous notez donc qu'il y a déjà cette participation de l'opposition. Si je dois vous résumer, c'est la différence que vous avez tout de suite perçue à votre niveau. Oui, la campagne que les démocrates ont faite, on peut dire que quand même personne ne les a... On ne les a pas muselés. Ils étaient libres, vraiment. Ils étaient libres parce qu'ils critiquaient ouvertement. C'est ça le problème. Mais ils ont toujours critiqué, personne ne l'a permis Oui, entravé. Nous sommes tous On peut parler de la non-participation à l'élection présidentielle de 2021 au communal, mais n'en demeure pas moins. Nous en avons reçu beaucoup sur nos plateaux. Personne ne leur a interdit de parler. C'est vous parler, ils en ont toujours parlé. Ils n'ont jamais cessé de faire usage de la parole. Chacun parle, mais la nature des choses qu'on dit varie. Et ça a beaucoup varié ces élections-ci. Parce que ces refrains-là, moi, je ne les entendais pas. C'est ça mon problème. Et donc, je me dis que la démocratie béninoise sous Talon est en train de prendre un tournant. Jusqu'où ira ce tournant, moi, je ne sais pas. D'accord. Et quelles leçons tirez-vous, M. Arrossi, de ces élections que nous venons d'organiser, dont les résultats définitifs ont été proclamés, quand bien même il y a actuellement un contentieux? Oui, et là, ce que nous devons apprendre en Afrique aussi, c'est de ne pas abuser des contentieux. Bon, quand en 2019, la chose était flagrante et qu'on a vu que l'accès aux élections était visiblement interdit à certaines personnes, oui. Mais aujourd'hui que certains se sont battus pour avoir le droit de participer, et personnellement, j'ai dit à un ami de ce bord-là, 28 députés, ça suffit. Si on a de la force, ça suffit pour faire le travail qu'on veut faire à l'Assemblée. Parce que vous savez, il y a eu les élections présidentielles aux États-Unis, Al Gore, quelque chose comme ça. Al Gore Bush. Oui, Al Gore et Bush, et Al Gore a félicité aussitôt. Oui, bon, il faut que nous apprenions un peu à ne pas abuser des remises en question des contentieux. Et le contentieux, quand vous poursuivez un peu et que vous n'avez pas gain de cause, sachez reculer pour que le pays avance. 28 députés pour les démocrates, moi je crois que oui, on peut reconnaître qu'il y a eu des tripatouillages. Oui, mais 28 députés, ce n'est pas 15 députés, ce n'est pas encore moins 10 députés, ça suffit. Ça peut même former 2 groupes parlementaires. Mais s'ils pensent avoir plus? Oui, mais c'est pourquoi je vous dis que la politique, c'est une question de rapport de force. Et quand vous avez l'acte que vous voulez poser en vue, bon, avancez. Moi, personnellement, je crois qu'avec 28 députés, ben, on peut corriger bien des choses. Quoi, comme en minorité? Parce que la majorité a 81 députés quand même. Qu'est-ce qu'ils peuvent corriger concrètement? La majorité avec la poigne qu'ils ont utilisée pour pouvoir battre campagne, tout ce qu'ils ont annoncé. Quand je suis à l'Assemblée, je n'ai pas besoin de remporter un vote pour corriger quelque chose. Mais en tant que député, avec ma liberté de parole, là,
je peux montrer au peuple entier que cette loi qui vient de passer a été passée sans nous, mais que c'est une loi liberticide. Ça, je peux le faire. Cette liberté-là, le député, c'est quelqu'un de puissant. Alors, donc, il faut respecter le député chez nous. Ils ont l'immunité. Alors, donc, ils sont bien placés pour renseigner le peuple. Ils peuvent initier des lois aussi. C'est ça le problème, il faut travailler. Vous avez parlé rapidement de tripatouillage, vous en avez eu connaissance ou... Ah non, je dis que... Oui, vous reprenez les mots. Mon raisonnement est simple. Oui. Mon raisonnement est simple. Je dis qu'avec 28 députés, on peut faire à l'Assemblée le travail qu'on veut faire. Même s'il y a eu des tripatouillages, bon, je pourrais même dire, même quand il y aurait eu des tripatouillages, parce que c'est parce qu'ils sentent qu'il y a eu des tripatouillages qu'ils sont en train de... d'exercer leur droit au recours. D'exercer leur droit au recours et de demander plus de clarification. Moi, je dis que c'est du temps perdu. 28 députés, ils peuvent travailler avec. S'ils sont convaincus de leur position, c'est tout. Au moment de cette campagne, comment vous avez apprécié les messages des uns et des autres? Parce qu'à un moment, on a peut-être eu l'impression qu'on était en campagne présidentielle. Parce que vous savez... Quand on promet aux populations, on parle du Bénin profond. Quand on promet aux populations des routes, quand on promet aux populations de changer leur vie tout autour, alors qu'on voit une élection législative, est-ce que ce n'était pas quelque peu trompeur? Et qu'au final, la réalité pourrait rattraper? Non. Quand on promet tout, et quand de l'autre côté on dit nous avons tout fait, alors c'est au peuple de savoir si l'ère de talent a déjà tout réalisé au Bénin, auquel cas il n'y aurait plus de place pour les promesses. Est-ce qu'il a été dit qu'ils ont tout fait? C'est une question, hein? Non, bon, continuer avec l'existant, améliorer l'existant. Moi, je veux dire que la politique, c'est une question de barreau. Et puis la politique, chacun veut tirer le drap de son côté, alors on dit tout ce qui est avantageux pour son camp. Bon, si on promet des choses, si le régime actuel avait tout fait déjà, il n'y aurait plus rien à promettre. Est-ce que les choses qu'on promet là, est-ce que ce sont des choses qu'on a intérêt à réaliser pour le peuple béninois? C'est là où le problème se pose. La question que c'était réalisable. C'était là c'est le rôle d'un député. D'abord, il faut que le rôle d'un député, le député, il fait quoi? Il vote le budget. Oui. Alors, quand on critique les gens comme ça, on dit, bon, les députés, ils promettent si, est-ce que c'est leur rôle? C'est bien leur rôle. C'est bien leur rôle. Parce que si la liberté existe, ils peuvent orienter la dépense nationale. Oui. Oui, ils peuvent aider à identifier les priorités. Mais c'est bien son rôle. Oui, mais ce n'est pas eux qui font. Ah oui, mais écoutez, quand le président fait une route, ce n'est pas lui qui tient et qui répand le bitume. Non, évidemment. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est l'exécutif qui a la préemption de l'action. Les autres pouvoirs, que ce soit l'Assemblée nationale, ne sont pas dans l'action. Mais le député vote le budget. Oui, ça c'est connu. Mais si c'est connu, c'est qu'il a une part de responsabilité, de pouvoir, si le jeu est démocratique. Ça veut dire que si les choses qu'il a promises, ce sont des choses dont il sent le besoin pour sa population. Alors s'il estime qu'il y a des priorités que l'exécutif néglige, piétine, c'est son droit de rectifier les choses. Et là, il peut. Là, il peut. Alors on dit que ce n'est pas le député qui réalise, mais c'est lui qui vote le budget. Alors le budget peut passer par ordonnance. C'est arrivé sous Soglo. Mais il y a eu un temps où il n'avait plus la possibilité de faire des ordonnances. Tout ça, c'est le pouvoir du député. Dès lors, il peut promettre des choses à son peuple. Quand moi, je serai là, je ferai en sorte. Donc vous n'avez aucun problème avec ces problèmes, vous particulièrement? Ah non, je n'ai aucun problème. Le député doit... écoutez, le peuple et le politicien, il vous attire par ses promesses, par ses aspirations. Et il étale ses aspirations devant vous. Mais on n'a pas à poser la question de savoir si le député a les moyens de réaliser. Il a les moyens de réaliser parce qu'il peut agir sur le budget national. Et si le président en fait trop, parce que pour qu'un pays se sente bien, se développe, il faut bien étudier les priorités. Écoutez,
j'ai vu localité pas se révolter, mais déplorer le fait que le rail, le train ne circule plus. Et alors? Vous savez, en 2016, Talon a été porté par beaucoup de Béninois. Ceux qui l'ont élu, je ne sais pas s'ils trouvent satisfaction sur tout. Parce que le nombre de ministres et le rail, quand j'ai surveillé quand j'ai suivi les choses, c'était des questions posées par les journalistes et auxquelles un monsieur comme Diogbenou Joseph devait répondre. Diogbenou Joseph a dit, parce que Yaïboni devait être autour de 30 ou 26 ministres. Alors on leur a dit, ça coûte cher à l'État. Diogbenou a dit, nous on pense à 15 ministres. En tout cas, on ne dépassera pas 18 ministres. Le premier gouvernement de Talon, c'était 21 ministres. Et aujourd'hui, c'était déjà différent quand même. C'était déjà différent de ce mais c'est plus de 21 aujourd'hui. Quand on promet 15 et qu'on dit qu'on ne dépassera pas 18, ce n'est pas à 21 qu'il faut arriver. Ça fait 1. Le rail, nous le ferons. On a donné l'assaut, histoire entre Bolloré et Dossou Samuel. On a fini par céder le dossier à Dossou Samuel. Ça a été fêté, etc. Même un parti comme le PCB a dit ah, c'est bien parce qu'il faut valoriser les opérateurs économiques nationaux. Où est parti le marché? Juridiquement, ce problème n'a connu cet épilogue. Moi, je me mêle même pas du côté juridique. Mais je parle d'une promesse qu'on a faite à son peuple. Parce que le rail, le train peut diminuer la valse des camions sur nos routes, qui tuent, qui n'en finissent pas de tuer. Il y en a qui tuent et qui s'en vont, qui ne s'arrêtent même pas. Mais c'est le rail qui convoyait les voitures vers le Niger. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Le rail faisait vivre les Béninois. Il y a une localité vers Dassa qui en a parlé. Alors, pourquoi le rail n'est-il pas encore là? Alors, le député peut estimer que, quand moi je suis là, lors de mon temps, le problème du rail doit être résolu. Et alors? Parce que le problème des priorités, là, le gouvernement fait entrer son budget et c'est le député qui a le dernier mot. Et donc, il a la capacité de faire bien des choses au Bénin lorsqu'il veut. C'est ça. Maintenant, le problème est de savoir, quand vous posez la question de savoir, bon, est-ce que le député a les moyens? Ah, si vous inspirez le bras de fer entre l'exécutif et le législatif pour que un président finisse par dire, en tout cas, c'est moi qui ai le pouvoir, là, c'est autre chose. Et ce n'est plus la démocratie. C'est ça le problème. Ce n'est plus la démocratie. Les prérogatives de chaque institution sont connues, justement. Oui, les prérogatives sont connues, mais dans tous les pays, quand on ne sait pas dans quoi on met l'argent public, dans tous les pays, on conteste. Et les députés, le Parlement a toujours les moyens de savoir, de chercher à en savoir plus. Et à mettre les gens, à rappeler les gens. Alors, mais est-ce que, de tout ce que vous avez dit, est-ce que le Parlement est une institution de contre-pouvoir? Moi, je ne sais pas, il y a 3 pouvoirs classiques. Il y a les magistrats, il y a le Parlement, le pouvoir judiciaire, oui. Le pouvoir judiciaire, le parlementaire, le pouvoir exécutif, c'est lui qui mène le pays, oui. Mais pas comme il veut, justement. C'est pourquoi l'Assemblée est une institution de contre-pouvoir. Mais ce n'est pas pour dire non chaque fois au pouvoir exécutif. Lorsqu'il analyse, le Parlement analyse et voit que le président a bien vu les choses, il ne faut pas contester pour contester. Mais le problème est que l'exécutif a bien vu les choses. C'est ça le problème. Mais quand le Parlement existe que les choses ne sont pas bien vues, c'est le droit du Parlement de contrôler, de contrer, ça veut dire l'action de l'exécutif. Ça, c'est ça. Contrer en bloquant tout? Ah ben écoutez, si l'exécutif fait mal les choses et qu'il ne veut pas entendre raison, c'est plutôt lui qui bloque les choses. Parce qu'il ne s'agit pas d'être au pouvoir pour en faire à sa tête non plus. Voilà, M. Arossi, si on revient un peu sur les résultats des partis de la mouvance présidentielle, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous, comme certains le disent, il y a quand même une velléité de votre sanction, de la gouvernance Talon? Comment vous appréciez un peu cette
les bastions que l'opposition quand même a réussi à prendre à ces deux grands partis de la mouvance présidentielle. Et qu'est-ce que ça traduit de ce que la population pense ce que réellement? ça traduit, au fond, après les résultats, j'ai demandé à quelqu'un comment le BR s'était comporté en 2019. On m'a dit que ça a toujours été comme ça, l'UP était toujours en tête. Bon, il faut dire que l'UP, c'est un parti qui regroupe des politiciens avérés. Ça, c'est sûr, parce que bon. Et le BR Tchadé, s'il a travaillé à la Banque mondiale et tout, ben, il n'est pas aussi politicien que des gens comme Amos ou Bruno, des gens de ce genre-là. Donc voilà. Et c'est à peu près le même schéma. À peu près le même schéma. Sauf que le trouble fait a été les démocrates et ce parti s'est bien comporté. On voit que le peuple a besoin d'un autre son de cloche, d'où le score des démocrates. Mais que BR soit un peu ex-aequo des démocrates tout en étant de la mouvance présidentielle, bon, ça peut sentir une sanction. Maintenant, si c'est une sanction, pourquoi l'UP aussi n'a pas été sanctionné? Drastiquement sanctionné, oui. En fait, l'UP a été sanctionné aussi. L'UP le renouveau. Ah, bon. Merci de rectifier l'appellation. L'UP le renouveau. Et donc, l'entrée en jeu du PRD a joué beaucoup. Hein. Encore que, voilà, si je lis bien les choses, le PRD, avec cette alliance-là, cette fusion, je dirais, n'a pas dû ne pas laisser des plumes. Parce que l'UP aurait fait un bien meilleur score si le PRD dans son entièreté avait adhéré au projet. Je suis sûr que l'adhésion n'a pas été totale. Mais le PRD a joué beaucoup dans le résultat de l'UP, l'UP le renouveau. Oui, mais vous savez, sanctions, est-ce que nous devons savoir en Afrique, c'est que la politique, c'est un problème de conviction et d'option. Les sanctions ou vote de contestation, hein, on peut l'appeler. Oui, sanctions. Alors, j'ai dit, la politique, c'est pour construire la cité. Alors, vous sanctionnez, vous contestez. Si, au cours du pouvoir que vous avez exercé, on se rend compte qu'il y a des ratés. Et là, les gens se plaignent. Est-ce que c'est à tort? Est-ce que c'est à raison? C'est ça le problème. Vous avez vu la désaffection. Et si on va y revenir tout à l'heure. Sur le taux ah de oui, tout participation. ça c'est la sanction, justement. Et donc, ceux qui parlent de vote de sanction, bon, je crois qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que s'il n'y avait pas eu sanction, même si les démocrates ont eu la permission, l'autorisation de se présenter comme les autres partis, FCB, tout ça, bon, ils peuvent avoir eu pas plus de 10 députés. Mais ils ont eu 28 députés, ils sont ex-aequo de BR. Ça, signe des temps. Ex-aequo d'un parti présidentiel. On peut parler de sanctions ou de contestation. Est-ce qu'on peut concrètement parler de sanctions quand la majorité se retrouve au finish avec 81 mais vous savez, un résultat obtenu... Est-ce que c'est réellement une sanction ou juste les résultats de toutes les promesses faites par cette opposition? Vous savez, quand on va aux examens, on enregistre parfois des premiers de classe qui échouent. Vous avez compris? Bien sûr. Voilà. Et des gens qui étaient dans la masse, absolument moyens, réussissent même brillamment. Peut-être que le jour-là, l'épreuve qui est sortie est tombée dans leur bachotage. C'est juste ce qu'ils ont. Mais alors, le premier qui a échoué, qui a un travail soutenu, ça ne veut pas dire que celui-là qui a réussi est plus fort que lui. Alors, vous savez, quand vous avez des résultats, comme vous dites là, de façon quasi artificielle, ça ne prédure pas du lendemain. Et c'est le lendemain qui est important. Quasi artificiel, c'est-à-dire? Oui, bon, c'est-à-dire que cette adhésion forcée avec le PRD aussi, je viens de vous dire que ça a fait aboutir quelque chose. Qu'est-ce qui a
poussé le grand parti UP à se rapprocher forcément du PRD pour aller aux élections. Moi, j'identifie ça comme un Ça, c'est des tractations politiques. On a peut-être eu le résultat dans l'OME. C'est dans l'air du temps. Voilà. Oui, mais la réforme écoutez, du système, la courbe du PRD, dans l'air talon, c'est une courbe un peu vicieuse. D'accord. Non. Là, je vais m'expliquer. Parce que en 2016, Talon s'est présenté contre plus de 26 autres candidats. Il est venu au second tour, mais contre Zissou Lionel. Jusque-là, le PRD, son patron, premier et deuxième tour ont soutenu Zissou Lionel. Lionel et le PRD étaient parti d'opposition avant d'aller dans une mouvance, et il dit mouvance, mais avec toute sa raison critique et tout ça. Maintenant, il se saborde pour aller s'accoler, s'arrimer à un autre parti, où son sigle a tout à fait disparu, alors que l'autre a gardé son sigle. L'arc-en-ciel subsiste. L'UP, l'Union progressiste, est restée dans sa prononciation. Mais il y a le renouveau aussi, n'oubliez pas. Le renouveau, là... Le PRD, c'est parti non, démocratique. Le parti du renouveau et l'UP qui se renouvelle, c'est deux choses différentes. C'est votre lecture à vous, puisque nul ne sait comment la dénomination a été vous savez, je connais l'ambiance. préférée. Je connais l'ambiance au PRD, hein, et je vois déjà les fortes discussions qui ont eu lieu. Bon, mais comme le président Mbedi a la réputation de s'imposer, là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, le renouveau, là, ça n'a rien à voir avec le PRD. C'est l'UP qui se renouvelle. Si on comprend ce que vous dites, c'est votre point de vue. Mais est-ce que, indépendamment de la dénomination du parti, le PRD, UP, les démocrates, est-ce que ce n'est pas dans l'air du temps, dans le sens de la réforme du système partisan, que ces grands partis, comme vous le dites, disons, aillent vers plutôt... vers les grands ensembles, comme souhaité par, en tout cas, au début, au diagnostic de cette réforme, tout le monde était d'accord là-dessus. Donc, est-ce que ce n'était pas Monsieur le journaliste, les gens d'un certain âge connaissent l'histoire de ce pays. On a eu une période révolutionnaire qui était monopartisane. C'était le pouvoir monolithique. Quand nous sommes sortis de cette ère-là, qui n'a pas tenu ses promesses, on a ouvert le pluralisme partisan. C'est la volonté du peuple. Pourvu que ceux qui se disent politiciens et créent leur parti respectent le jeu. Et il y a pour cela une charte des partis qui existe depuis. Alors, quand Soglo est venu au pouvoir, tout le monde le supportait et il a fini par dire ceux qui veulent être avec moi n'ont qu'à venir à la rivière. C'est là où il y a eu la scission d'Adanlin Timothée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Adanlin a dit tout sauf ça. Moi, je suis parti et mon parti existe avant l'arrivée de Soglo. Et des gens sont partis avec Soglo, ils ont créé Renaissance du Bénin. Vous vous souvenez? Soglo est parti. Kérékou est venu. On a travaillé. On était sous Kérékou 2. Lui aussi a fini par dire, ceux qui veulent aller avec moi, allez, vous venez, l'union du Bénin pour le futur, quelque chose comme ça. Là. Mais, en ce temps-là, le PRD était déjà courtisé, puisqu'il était... C'est lui qui a favorisé l'arrivée de Kérékou 2 au pouvoir. Et donc, on a demandé au PRD de joindre. Le PRD a dû organiser une journée de réflexion à Poubet pour voir si on adhère ou pas. Les militants ont refusé, ils ont dit « Nous, on existe en tant que parti. Nous existons en tant que parti. » Et donc, si vous, les dirigeants du parti, vous avez choisi d'y aller, allez-y. Et l'adhésion du PRD à l'UBF n'a pas eu lieu, vous le savez, non? Et donc... qu'est-ce que je retiens de tout ça? Dans un premier temps, la pagaille
n'est pas acceptable pour nos pays. Oui, mais qui fait la pagaille et qui ne la fait pas? Et donc, chacun se sent fondé dans son droit pour créer son parti et mener sa vie politique. Il faut une charte des partis. Dès que quelqu'un respecte les normes de la charte, ben, il peut voguer. Parce que tout le monde a le droit, sinon parfois le devoir, de se mêler au débat politique chez lui, dans le bon qu'il veut. Bien sûr. Alors, les réformes dont vous parlez, les réformes se font comment et avec quelle vitesse, avec... Non, la vie politique ne peut pas se caporaliser, c'est ça. Monsieur Arossi. Non, la vie politique ne peut pas se caporaliser. Dans les réformes dont vous parlez... L'histoire que vous venez de compter justement avec cette pluralité de partis, vous n'êtes pas sans savoir que ça se fait sous forme de marchandage, sous forme de financement privé, de financement, je vais dire, particulièrement personnel, et on ne comprenait pas vraiment l'arène politique. Est-ce que le PCB a été aux élections législatives? Est-ce qu'il n'a pas envie d'y aller? Le PCB ne s'est pas conformé à mais là, quand vous me répondez comme ça, je me dis, à quoi on se conforme même? Non, le PCB a fait l'option de ne pas se mettre. Non, il y avait une charte des partis en discussion parce que dans les autres pays, le jeu ne se fait pas comme ça, à moins que ce soit un régime dictatorial. Parce que vous ayez le PCB, c'est une obédience. Qui s'est scindé même en PCB et PCMLB. Est-ce que ces gens ont pu se présenter? Alors donc, non, lors des élections présidentielles passées en France, quand un parti, comme on parle de quelle réforme au juste? Quand un parti, comme le Rassemblement national, qui n'est déjà pas goûté en France, qui était prohibé par les sorties des uns et des autres en France, quand ce parti a failli ne pas voir son candidat aux élections présidentielles, jusqu'au président Macron, ils ont dit en France, écoutez, si les lois doivent semer le désordre, on va voir comment changer. Et le président Macron s'est battu même pour que le RN... Oui, mais la loi n'a pas été changée. On a demandé aux élus de leur donner les parrainages qu'il faut, mais la loi n'a pas été changée pour que le Rassemblement national se présente Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. Les Français ont dit, s'il y a une réforme, s'il y a une loi qui gêne l'activité politique, parce que quand on écarte les gens pour se faire élire, il faut se poser la question de savoir si on est bien élu. D'accord. Si on est bien élu, parce qu'il faut cultiver la légitimité aussi. Laissez-moi vous poser ma question. Personne n'a jamais demandé, à ce que je sache que le PCB disparaisse. Mais vous ne pouvez pas, ça m'étonne que vous dites, c'est-à-dire que tous les partis qui existent ont essayé de se conformer à cette charte, donc de satisfaire aux nouvelles dispositions, sauf peut-être le PCB et restaurer l'espoir. Donc ces deux partis ont raison et tous les autres partis, y compris les démocrates, ont tort. Restaurer l'espoir, c'est conformé. Il n'y a que le PCB. Donc tout le monde s'est conformé. Au nom de la loi n'existe même plus. Sauf le PCB. Au nom de la loi. Et donc on devrait l'accepter ainsi. Oui, mais ce que je vous dis, tout simplement, c'est quoi? C'est qu'une démocratie qui s'accommode de la disparition d'une aile importante des mouvements politiques est une démocratie qui se respecte. Non, personne ne demande encore une fois au PCB de disparaître. Ah oui, mais vous semblez un peu vous focaliser sur le PCB. Non, je ne me focalise pas sur le PCB. C'est-à-dire que quand vous introduisez le problème des réformes, je me demande de quelles réformes il s'agit et quelles sont les lois. Il ne faut pas des lois qui soient des goulots d'étranglement. Non, parce que on parle même de la réforme, puisque la question de nous était de savoir si, quand vous parlez de PRD, de l'Union progressiste, le renouveau, c'était pas dans la droite ligne des rassemblements voulus par la réforme du système parti. Mais n'oubliez pas que ce sont ces députés
ceux-là dont vous venez de rappeler les rôles à l'Assemblée qui ont voté justement la loi sur la réforme du système partisan. Une loi qui a été appréciée, je vais dire, de toute la classe politique, que ce soit de l'opposition, où on a eu des tâtonnements ci et là, et tout le monde s'en quand même comporté. Peut-être, on ne va pas faire de fixation sur le PCB, peut-être sur le PCB. Le PCB n'est qu'un exemple. Ce que je voulais dire, je ne suis pas du PCB, excusez-moi. Non, c'est pourquoi il dit on ne fait pas de fixation sur le PCB. Ce que je voulais signifier, c'est quoi? C'est que dans une nation qui veut aller de l'avant et qui veut clarifier le jeu politique, et quand il y a une loi qui pose trop de problèmes, il faut revenir réfléchir sur cette loi-là, voir comment conformer les choses à l'intérêt de la démocratie et à l'intérêt de la population. C'est tout, parce que... Mais la loi sur la réforme dont on parle ne pose pas de problème majeur. En tout cas, on n'en a pas parlé. Bon, c'est votre sentiment. Même les partis, les démocrates... C'est votre sentiment, parce que... Non, c'est votre sentiment. Non, moi, je n'ai pas de sentiment, M. Arrossi. Je pose la question. C'est vous qui opinez. Nous, on vous introduit dans cette opinion-là. C'est vous qui opinez. Donc, ma question est de savoir si la loi a concrètement un problème. Que dit la loi? Que dit la loi qui exclut tant de gens? Et vous savez, les démocrates même n'ont pu venir aux élections que après bien des pressions. Parce que... Non, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Le parti Les Démocrates a vu le jour, je pense, en 2020. Donc après, en fait, c'était dans le cœur même de la réforme. C'était dans le cœur, mais ils ont failli ne pas avoir... Ils ont failli ne pas avoir le billet d'entrée aux élections. Et ça a même été dit lors des campagnes. Que eux, ils ont donné... Un autre qui n'est pas du parti, ils ont donné des mains et des pieds pour que les démocrates puissent se présenter. Parce que ce que vous devez savoir aussi, si les démocrates ne s'étaient pas présentés, n'avaient pas eu le droit de se présenter, on ne peut pas augurer de ce qui allait se passer, je vous le jure. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc ce que vous décrivez, c'est que le pouvoir a dû leur donner la permission d'y participer. Le président Talon même, c'est qu'il a dû jeter du lest. Ah non, il n'a pas maîtrisé le jeu. C'est lui-même qui l'a avoué d'ailleurs. À une sortie là, il a dit, bon, vous voyez, tout ce qui se dit, bon, quel est mon devoir à moi? Bon. Oui, il a bien senti qu'il y a beaucoup de choses qui devaient suivre. Ah oui, qui devaient pour le moment, en tant que journaliste, on se contente de ce qu'on a vu. Mais moi, c'est sur vos chaînes que j'ai... Non, c'est sur vos chaînes que j'ai écouté cette intervention, que j'ai vu le président lui-même me dire, bon, mais voyez ce qui se passe, bon, mais moi, quel est mon devoir? Là, vous le paraphrasez, on ne se rappelle pas exactement du contexte, donc du coup, bon, on va s'éterniser là-dessus. Il y avait... Dans la droite ligne de ce que vous dites, 2019, sans l'opposition, donc comme vous venez de le dire, bon, si les démocrates n'avaient pas participé, personne n'augurait de ce qui allait arriver. Donc on pouvait supposer qu'il y avait une forte attente des populations autour de cette participation de l'opposition. Alors, mais au final, on a un taux de participation qui ne traduit en rien du tout cette espérance qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce qu'il explique? Non, ça traduit. C'est pourquoi je vous dis que moi, je serais à la place des démocrates que je ne ferais aucun recours même. Je peux travailler avec 28 députés. Oui, je suis député, je peux dire dans les normes ce que j'ai le droit de dire. Et à 28. Oui, ça a porté. C'est pourquoi je me tue à vous dire que dès lors qu'ils n'ont pas eu 10 députés, encore moins 5 députés, ils ont été jusqu'à 28 pour être ex-aequo d'un parti présidentiel. Oui, je ne parle pas du nombre de députés, je parle de la participation des populations. Là, factuellement, même si on compare 2019, 2020, 2021... Mais c'est qu'il y a la désaffection de la chose politique. Bon, laquelle désaffection ne s'observe pas que chez nous, mais chaque pays a ses raisons pour se comporter vis-à-vis de ses leaders politiques. Au Bénin, il était dit que c'est l'absence justement d'un parti de l'autre ou des partis de l'opposition qui causait peut-être ce faible taux de 2019 qui devient désormais la référence. Mais aujourd'hui, il y a 3 partis de l'opposition qui ont quand même pris part à ce scrutin
et on en est à ce taux de participation. Finalement, est-ce qu'on ne va pas retenir que ce n'est pas l'opposition le problème, M. Arrossi? Non, vous savez, journaliste, allons mollo, parce que le taux de participation que vous avez eu, que nous avons eu au Bénin cette année, je ne connais pas les autres oppositions. Mais si les démocrates n'avaient pas participé aux élections, on n'est pas sûr d'avoir plus de 19 à 20%. Ça, oui, vous... bon, alors, quand vous dites que malgré la participation de l'opposition, le taux a été bas, non, parce que je vous ai dit que l'UP a gagné avec l'adhésion du PRD. Et donc, si les démocrates ont eu 28 députés, supposez, 28 députés, quand nous disons 28 députés, ce n'est pas 28 voix, hein. Vous savez, bien non? Sûr. Alors, supposons qu'ils ne soient pas venus. Vous croyez que ceux qui ont voté pour eux seraient sortis pour aller voter pour UPR ou BS? Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Donc, le taux de participation a été bas, mais le niveau du taux de participation qu'on a vu là n'a été gagné qu'avec la participation de l'opposition, surtout des démocrates. Mais vous parlez de désaffection de la chose politique. Qu'est-ce que, en tant que citoyen, comment vous traduisez cela en mots? Qu'est-ce qui explique un peu ce gap qui se creuse d'année en année entre les populations et les politiques? Bon, je viens de dire que cette désaffection caractérise presque tous les pays. Oui, évidemment. Oui. Parce que la chose politique n'intéresse plus. Oui, particulièrement en Afrique, bon, chez nous au Bénin, parce que quand vous êtes au pouvoir, le peuple vous a choisi pour le représenter. Parce que le pouvoir même, c'est une question de contrat, comme Rousseau l'a signalé depuis le XVIIIe siècle. C'est un contrat, mais quand vous faites un contrat avec des gens qui vous déçoivent, et non, mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans ce pays. Il y a le chômage déjà. Oui. Mais c'est justement ces députés à élire qui légifèrent. Si c'est qui les députés sont faire élus. Des propositions de loi. Les députés sont élus depuis 1991 qu'on a des députés. Bon, ils sont élus sous l'ère de Talon depuis 2016. On élit les députés, mais le peuple a fini par comprendre qu'il ne gagne pas grand-chose. Est-ce qu'on doit gagner dans une élection? Non, je ne dis pas une élection, il faut gagner dans la gestion du peuple. Et les problèmes que nous avons, et dont le peuple a... Gagner en quel terme? Mais gagner quoi? C'est-à-dire que gagner l'amélioration de la vie, gagner en paix, en fraternité, en vérité, et en élimination de la corruption, par Justement, exemple. mais est-ce qu'il peut y avoir un gain si on ne va pas porter le choix sur ceux-là qui sont censés améliorer? Oui, mais... C'est ça la question. Ben, vous savez, et ce qu'on vous dit justement, c'est que, vous voyez les Français maintenant, c'est eux qui ont élu Macron, non? Et captez, demain, vous allez les voir dans la rue. La chose politique n'intéresse plus les gens. Mais maintenant, est-ce qu'on peut se passer de la politique? C'est ça ma prochaine question, puisque tout est politique. On ne parle pas forcément de la politique politicienne, mais tout est politique. Puisqu'il faut définir des stratégies. Il faut définir peut-être la politique pour pouvoir éradiquer la faim. Non, tout est politique. Tout est politique. Même la respiration est politique. Mais la politique dont nous parlons, c'est celle des gens qui se mettent au-devant de la scène pour conquérir le pouvoir. C'est ça la politique dont nous parlons. Et je vous dis que cette politique-là déçoit les gens. Chez nous, par exemple, le problème du chômage, où en est-on? Et la scolarisation. On scolarise. Moi, je suis professeur de français. Moi, j'ai fait le lycée Béanzin. Écoutez, nous, on était heureux d'aller à l'école au lycée Béanzin. Le cadre est bien, les professeurs sont là, tout va bien. Mais aujourd'hui, quel est l'état de l'école? Le paysan de Tchoumi de Héti, et le pêcheur de Awansori Agé, regarde tout ça et finit par se dire, oui, mais bon, ces gens, c'est leur chose. En quoi ça m'intéresse? C'est ça le sentiment, justement. On parle de la corruption. Il y a trop de corruption chez nous.
D'accord. Yaye Boni a marché contre la corruption. La corruption, on la combat tous les jours, mais elle est toujours là. On m'a narré une histoire sur le plan de la corruption, par exemple. Moi je ne sais pas si vous permettez que je vous la narre. Et c'est une histoire réelle. Quelqu'un est marié, il a épousé une femme. Mais c'est un haut fonctionnaire. Donc il a une femme, il prend une bonne, il la paye à 50 000 francs. C'est bon. Et maintenant, il y a eu divorce, on ne sait pas comment cette femme est partie. Il a épousé une autre femme qui est venue. La bonne est restée. La nouvelle femme dit non, mais moi, non, je peux rien, je ne peux pas mettre la main à quoi que ce soit. Hein. Il faut responsabiliser la bonne. Moi, je lui paye 200 000 francs par mois. Oui, mais aller de 50 000 à 200 000 francs, ce n'est pas intéressant, ça. Mais en fin de compte, la bonne qui est aussi grassement payée reçoit des instructions de la dame pour qu'elle ne dise rien de ce qu'elle voit dans la maison en l'absence de son mari. Alors ça, c'est quoi? C'est de la corruption. Le salaire est bien arrangé, mais c'est un salaire de corruption. Parce que la dame ne doit rien dire au mari qui rentre. Oui, c'est ça. Oui, mais alors, ce sont des arrangements domestiques. Oui, mais alors, vous savez, quand on parle de corruption au Bénin, on parle de quoi au juste? Oui. Et le peuple voit tout ça. Mais le peuple, il contribue. Toi, ça, c'est du peuple, vous parlez. Parlons du peuple. Non, le peuple n'y contribue pas. Ah, non, quand je le dis comme ça. Oui, je vais vous dire. Pour qu'il y ait corruption. Bon, oui, justement. Oui, il faut... Non, je vous dis. Oui. Le peuple n'y contribue pas. Parce que quand nous parlons du peuple au juste, oui. Le peuple, ce n'est pas vous les journalistes, hein, parce que déjà... nous ne sommes pas du peuple. Non. Non. Bon, d'accord. La population, le peuple, c'est celui qui est censé aller aux urnes. D'accord, la population. Non, le peuple, ce n'est pas celui qui... Le peuple a plusieurs acceptions. Le peuple a une connotation politique, idéologique. Oui. Le peuple, c'est la masse de ceux qui n'ont pas de voix. D'accord. Qui souffrent. Oui. Bon, déjà... Un professeur qui soit des collèges, lycées ou d'université n'est plus le peuple au sens idéologique du terme. Il n'est plus le peuple. Ah, ce n'est pas une vision. Non, c'est pas. Idéologiquement, vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas du PCB, mais ce n'est pas une vision un peu marxiste. Mais quand on dit idéologie, quand on dit idéologie, mon cher journaliste, ce n'est pas seulement l'idéologie marxiste. Non, je dis cette idéologie-là qui pense le peuple comme cette masse, on va dire, souffreteuse. Oui. Est-ce que ce n'est pas miséreuse, ce n'est pas une vision marxiste de la chose? Non, il y a l'aspect souffreteux. Oui. Vous savez qu'il y a des paysans qui sont plus riches que des médecins. Oui. Mais il est peuple quand même, parce que il est là, il a l'argent, mais il ne connaît pas grand-chose. On le mène. Oui, encore une fois. Alors, quand je dis ça, par exemple, et la désaffection vient de là. D'accord. Parce que quand on voit que quelqu'un hier, il était à côté de moi, mais maintenant, il est déjà ce à quoi je ne peux plus me comparer. Les gens finissent par se dire que c'est un jeu entre eux. Voilà les expressions, c'est un jeu entre eux. Oui. D'accord. Ce n'est pas bon pour la démocratie. D'accord. Revenons même à ce peuple tel que vous le concevez. Idéologiquement, ce peuple souffreteux, mais vous dites que ce peuple ne collabore pas, on prend l'exemple de la corruption. Mais bon, quand ce peuple a besoin d'un service et pour avoir ce service est prêt à contourner les règles, glisser 500 pour avoir peut-être une carte beaucoup plus vite, pour avoir tel service beaucoup plus vite, participe manifestement au système de corruption. On ne peut pas le dédouaner parce que c'est le peuple souffreteux, et ainsi de suite. C'est cette vision que je veux comprendre. Celui qui n'a pas l'argent, oui, dont l'enfant est à la maison, il est renvoyé de l'école, oui, où est-ce qu'il trouve de l'argent pour donner 500 francs à quelqu'un et avoir une pièce? Oui, bon, ça c'est un exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voilà, oui. Donc cet exemple... Il y a d'autres où vous n'allez pas me dire que parce que les gens sont pauvres... Mais vous savez, la vie c'est une question d'instinct de conservation. Vous avez compris? Oui. C'est une question d'instinct de conservation. Quand moi je suis parti en Europe en 1973, je cherchais le passeport. Bon, ça traînait. Moi, j'ai été crié à la préfecture.
Et les deux Nordiques qui devaient partir avec moi disent, ah ben Pascal, toi tu cries sur les gens. Non, bon, mais là, ils allaient me faire rater mon avion. À l'instinct de conservation, c'est quoi? Quand un paysan a son enfant, peut-être, on ne sait pas, qui a gagné une bourse, et il veut une pièce, on dit, bon, ouais, il revient lundi, tout ça. Bon. Ils vous mettent dans le jeu, ils vous font plaisir. Oui. Est-ce content que ça va découvrir? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces petits gestes-là, ça traduit justement l'état de santé de notre pays, de notre démocratie. D'accord. Parce que un service public, on le rend ouvertement. Alors, ne jetez la pierre à personne. C'est là où moi on va dire par exemple, parce que si il faut que la politique se débatte dans la rue. Moi, on m'a vu dans un taxi. Venant de Sékou à Cotonou. Et le type, vous voyez que j'écris à mes heures, n'est-ce pas? Il dit, j'avais un petit livre là, sur les déterminants. C'était 500 francs, j'ai remis ça à 400. Il en a pris 5. Il dit, monsieur, vous êtes professeur? Il dit, je suis à la retraite, j'enseigne plus. Il dit, monsieur, vous n'avez aucun droit? Il dit, quel droit? Il dit, non, bon, vous avez peut-être un rappel, je ne sais pas, on peut vous aider. Ah, actuellement. J'ai eu ce cours-là il n'y a pas 2 ans. Alors, vous savez, et il me dit, bon, si vous êtes disposé, moi, je peux vous aider. Disposer à quoi? Alors, quand je pose la question, je dis, mais c'est mon droit, je dois avoir mon rappel. Je serai disposé. Alors, il dit, mais vous autres professeurs de français, vous discutez trop. Je ne dis pas ce qu'il m'a dit après. Parce que moi, je ne suis pas à l'émission pour mettre le pays sens dessus-dessous. Mais je ne dis pas ce qu'il m'a dit après. Qui a été réalisé, qui a été fait. Pour sortir. Sur le dos d'un retraité. Alors, vous savez, la vie, c'est une question d'instinct de conservation. Pour sortir de ce débat de corruption, M. Arrossi, vous parlez de la corruption pour expliquer un peu les raisons de la désaffection. Ah oui, ça compte. On va y revenir là-dessus tout à l'heure, mais ce que j'aimerais vous demander, c'est s'il existe des arsenaux, des moyens quand même pour pouvoir dénoncer ces faits-là et que personne ne saisit ces moyens. À qui la faute? Pourquoi la corruption demeure? À qui la faute? Oui. À quoi sert l'intimidation des hommes politiques et des accourus? Ah oui, à quoi sert l'intimidation? Les paysans ont peur. C'est-à-dire que notre malheur, c'est d'avoir été colonisé. On est toujours dans la corruption là, quand vous parlez de peur? Oui. Ou bien on l'a extrapolé? Mais vous dites, vous m'avez demandé... Je demande s'il y a des arsenaux pour dénoncer ces faits. Oui, mais alors... Et que personne ne les saisit. Mais c'est à la question que je réponds, madame. Les gens ont peur. Et je dis que notre malheur, c'est d'avoir été colonisé par les Européens. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Le lettré et l'homme politique font peur au bas peuple. Ils n'ont pas le courage de les regarder en face et de leur discuter des choses. Encore que, parmi ces gens-là, les intellectuels et les hommes au pouvoir, il y a au moins 90% qui jouent de l'intimidation. Ben, ça devait être à relativiser, puisque ça dépend du dossier. Je n'aimerais pas insister là-dessus. Non, mais ils en sont venus à la conclusion que ces gens-là sont différents. Moi, je n'ai aucune force. Parce que la colonisation a été la baguette et l'intimidation. C'est ça, c'est des relents de la colonisation. Notre peuple ne se sent pas suffisamment libre. Bon, et quand on ajoute au fait là, quand on ajoute à ce fait, le fait que nous parlons français, ah mais rentrez dans les campagnes profondes. On a une peur bleue de celui qui parle français. Mais je vais bien vous relancer sur le qui, le on. Je vais laisser... Non, nous avons pris la place des colons pour faire peur à notre peuple. C'est ça le problème. Voilà, pour toujours rester sur cette question du peuple, encore une fois, je reviens sur la caractérisation idéologique que vous formulez. Donc, si je résume quelque peu, il y a les élites
qui sont qui sont quelque peu les bourreaux d'une masse silencieuse, mais absolument, apeurée. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de décrire? Non, c'est pas trop. Non, cette facilité-là, je peux vous montrer que Talon a donné dans cette facilité. Je vais vous rappeler un de ses propos tout à l'heure. Ce n'est pas une facilité parce que c'est la réalité quand Talon est venu au pouvoir. Et dans une de ses sorties à la télé, tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des désordres, les gens en ont profité. Moi aussi, j'en ai profité. Quelle est la nature de ces désordres-là? Et jusqu'à quel niveau en a-t-il profité? Autrement dit, moi, déjà, j'ai une avance sur les frères et les cousins, les neveux laissés au village. Parce que moi, j'ai des amis, je suis à l'émission. Combien de gens de mon village peuvent se trouver ici en train de discuter avec? Déjà, vous parlez. Oui, mais il n'est pas dit que tous ceux du village devraient être là à discuter. Non, il n'est pas dit que tous ceux qui sont du... C'est un exemple. Ça veut dire qu'il y a un tas de gens qui n'ont pas droit à la parole, les sans-voix. Les sans-voix de chez nous, c'est ceux à qui le colon a appris à trembler devant son pouvoir. Parce que c'est le pouvoir du colon qui continue. C'est le pouvoir français qui continue. C'est ça le problème. On parle sa langue et personne ne cherche les moyens d'arriver à une langue nationale dans laquelle on peut passer nos examens. Des moyens ont été mis, on peut pas dire personne n'a trouvé. Peut-être que ça n'a pas abouti. Ou c'est en passe. Ça n'a pas abouti parce qu'il n'y a pas, c'est pas suivi de volonté politique. C'est pas suivi de volonté politique. Mais l'initiative a été mise sous terre ou si l'alphabétisation sous la Révolution a déconné. C'est pour ça que ça n'a pas abouti. Parce que, vous savez, quand on prend Kodjo et Kofi, ils sont tous deux cultivateurs dans leur village. L'un a été se faire alphabétiser. Elle est revenue cultiver le même champ avec les mêmes guenilles. Vous croyez que ça incite son compagnon à aller se faire alphabétiser? L'alphabétisation devait aboutir. On doit avoir des accords en langue nationale. Bien sûr, je suis d'accord. Et le débat à l'Assemblée nationale doit pouvoir se faire dans cette langue nationale. Parce que quand vous débattez à l'Assemblée, on glose sur l'Assemblée. L'Assemblée apporte quoi à qui? Quand on parle à l'Assemblée, c'est en français. Et il y a eu des projets dans ce sens que peut-être ceux qui sont allés voter n'ont pas préféré, M. Arrossi. Il y a un parti qui a, par exemple, proposé cela, rendre national ou faire en langue nationale les débats à l'Assemblée nationale. Mais ceux qui sont allés voter... Manifestement, ce peuple souffreteux n'en a pas besoin, M. Arrossi. Vous défendez ce matin, n'a pas préféré cela. Ce que ce parti a proposé, c'est épisodique. Il faut une révolution. Je ne dis pas révolution. Ça peut être une révolution. Oui, non. Je veux dire que dès la rentrée prochaine, il faut introduire... Je vais vous dire, parce que nous avons trop de problèmes chez nous. On dit langue nationale, c'est simple. La première fois, moi je suis parti à Parakou, c'est le fonds qui m'a accueilli à la gare. Donc déjà, moi je suis de la vallée de l'Ouémé, et j'ai grandi chez les Wati au Mono, jusqu'à avoir mon CEP en 1964. Le Wati, quand vous le prenez, quand on parle fond, il comprend. Mais il ne peut pas parler. Mais quand vous prenez un fond, on parle le Wati, il ne comprendra jamais. Conclusion, le fond, c'est la langue la plus accessible aux Béninois. On peut déjà commencer par là. Et commencer à faire nos classes depuis le CI avec cette langue-là. Pour qu'on prépare le CEP, le BPC, le bac, la licence, en fond ou en français. Alors, vous savez, c'est des projets que la France décourage chez nous, alors qu'on connaît l'histoire de la langue française. La langue française n'est pas une langue. Parce que la France a toujours une mainmise dans notre gestion. Mais la France a toujours une mainmise. Vous croyez? Je vous pose la question. Hein. Ah non, bon. La France a toujours une mainmise. Non, il ne faut pas se tromper. Oui. Et je suis en train de lire un livre écrit par un Sénégalais. La France fait peur à tout le monde. D'accord. Boubacar Boris Diop, oui, je vais vous dire la phrase. Oui. Le colonisateur a tué
bien plus de gens pour ne pas quitter l'Afrique que pour conquérir l'Afrique. La France est toujours là. Même nos présidents, moi je les plains parce que c'est des gens qui sont entre l'enclume et le marteau. Si tu dois énerver la France, ben c'est un coup d'État qui t'attend. Ou une balle dans le front. Quand Idriss Déby a commencé, c'est après une sortie, alors qu'il a flirté tout le temps avec la France, que la France l'a toujours protégé, il s'est mis dans l'idée de dire je ne sais plus quoi. Oui, mais c'est une balle qu'il a reçue dans le front. La France est toujours là, c'est ça le problème. C'est la France. Bon, ça, on va, on va préciser que je ne dis pas que c'est vos avis. Non, je ne dis pas que c'est la France de façon défaitiste. Ah, d'accord. C'est la France parce que nous le voulons. Ah, d'accord. Ah, oui. Non, moi je parle même de la réalité de ce que vous avancez. Parce qu'on est à la télé, je vous rends responsable de vos propos. Ah, je suis responsable de vos propos. Oui, d'accord. En même temps, est-ce que ce n'est pas toujours très facile de pointer l'autre? Parce que ce que vous dites... Je suis d'accord avec vous. Attendez, ce que vous dites en parlant de la langue nationale, je pense que ce projet a été agité dans tous les sens. Mais encore une fois, ce sont nos crispations ethniques qui ont foutu en l'air tout ce beau projet. Je ne parle pas du fond spécifiquement, mais pour se dire la vérité, ce sont nos considérations ethnocentriques qui ont mis à mal ce projet d'une langue nationale. Donc, c'est un peu trop facile de dire c'est la France, alors que il faut que le Wati, est-ce que le Wati que vous décrivez, qui fait partie de ce peuple, est disposé à laisser sa langue? Est-ce que le Bariba est prêt à laisser sa langue? Est-ce que le Fon, le Mina, ainsi de suite? Vous savez, c'est un peu facile de pointer le colonisateur. Vous savez, journaliste, je suis d'accord avec vous que c'est facile de pointer le colonisateur. Mais la vie est une question d'intérêt. Notre problème en Afrique, c'est que nous n'avons pas évolué de l'intérieur. La France, qui s'appelait Gaule, a été colonisée pendant des siècles par les Romains. Et si moi j'ai appris par exemple le latin et le grec, c'est pas mon père ou ma mère qui m'a appris le latin et le grec. C'est le système français. Et la France a pu quand même écarter cette langue latine-là pour avoir le français, sa propre langue. Vous croyez que c'était sans difficulté? Ceux qui connaissaient le latin et le grec et qui brillaient comme avocats et tout ça, médecins, vous croyez qu'ils ont voulu, qu'ils ont permis aux Français d'avoir leur langue? La langue française a été combattue. D'accord. Alors, le problème maintenant, c'est que nous, on a les problèmes ethniques. Mais il s'ajoute la pesanteur de l'ancien colon. D'accord. Parce que les Français... À quel degré? C'est ça la question. À quel degré? Oui, mais maintenant... on peut faire notre propre révolte. Leur degré est fondamental. Surtout qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que les Français disent... Bon, ils peuvent nous insulter. Quand la volonté politique va s'imposer, vous parlerez de dictature ou bien de démocratie à mal. Ils peuvent nous on connaît les expressions. Ils peuvent nous insulter pourvu qu'ils le disent en français. Toute la littérature de Césaire, c'était pour insulter les colons. Pourtant, quand il est mort, on l'a récupéré dans le Panthéon français. Parce que dans Césaire, il y a du mérite. Il y a une forme d'écriture saluée par les Français. La littérature a grandi. C'est ça le problème. Alors nous, les problèmes, pourquoi vous voulez que tout le monde se taise, amener la langue nationale, nous sommes prêts? Non, la vie c'est un problème de combat. Nous devons combattre, mais lorsque nous combattons, il faut que l'étranger nous fiche la paix. D'accord. Oui. On va sortir, on n'est pas un entretien pour parler de... Excusez le vocabulaire, je dis bien nous fiche la paix. Parce que si en plus du manque de volonté politique, l'étranger doit décourager les choses. Bon, apparemment, la France n'a pas réussi au Sénégal, parce que 90% de ce qui se trame, c'est en Wolof. Bon, apparemment, le Sénégal a assuré. Attendez. Oui, même à l'Assemblée nationale. Attendez, la France n'a pas réussi au Sénégal. Non, je vous donne le contre-exemple. Mais je vais vous répondre. D'accord, oui. Parce qu'il faut suivre les choses. Moi, j'ai suivi certaines choses. D'accord. J'ai entendu sur RFI, il y a 8 ou 10 ans, les Français demandaient si le Sénégal est encore un pays francophone. Le Sénégal est un pays francophone. Alors, mais cette question, qu'en pensez-vous? Ça veut dire que, à leur goût, le Wolof prend trop de place. Oui, mais ça, c'est leur goût. Mais la réalité est que le Wolof prend une place hyper importante au Sénégal. Mais justement, et donc, la pesanteur que vous avancez... Ce que nous ne devons pas perdre de vue non plus, c'est qu'une langue nationale au Bénin
et ne signifie pas la suppression du jour au lendemain du français. Non, personne ne l'a dit. Voilà. Et donc, il est question que nous nous ouvrions à la paix et à l'intérêt des autres. Mais toujours est-il que le peuple n'a aucune la responsabilité dedans. Oui. Non, vous savez, le Sénégal est un grand pays. Oui, non, je ne parle plus du Sénégal. Revenons à notre Bénin, au peuple. Et notre Bénin, Béyanvi a été ministre. Il a dit quelque chose que j'ai désapprouvé. Parce que c'est à lui qu'on avait confié, sous un président, là, il s'est l'alphabétisation, le ministère de... Et Béyanvi revient du Nord, il dit que, bon, je problème de l'alphabétisation. Et moi, j'étais au Nord, il y a un notable qui m'a appelé, je ne sais pas si c'est un roi ou un dignitaire. Il me dit, mais petit, mon ministre, je vous aime beaucoup, hein. Mais pourquoi vous avez choisi la langue d'à côté et vous laissez ma langue? Et Béyanvi, au lieu de garder cette scène pour lui, est venu répercuter ça. Mais vous venez de le répercuter encore sur... Non, mais parce que le mal est déjà passé. C'est pourquoi j'en parle. Okay. Parce que si vous êtes ministre... Ah, ce n'est pas pour illustrer aussi le problème ethnocentrique dont on parle. Mais je vous dis, les Bretons en France... les Corses en France. Le problème ethnique ne manque nulle part. D'accord, monsieur Rossi, ça dépend de la façon dont nous résolvons ce problème. On va boucler ce chapitre. La volonté politique n'existe pas. D'accord, c'est le taux de participation qui nous a un peu entraîné jusqu'à cette question-là. C'est pas une digression inutile. Non, on ne dit pas que... Pour que les gens s'intéressent à la chose politique, il faut qu'ils connaissent les biens fondés. Or, la chose, le jeu politique n'est bien expliqué chez nous qu'en français. Absolument. D'accord. Bon, enfin, pas totalement. Parce que lors de la campagne, il y a également les langues nationales qui sont bien évidemment parlées. Pour les circonstances qu'on connaît. Quand on veut que son frère Batonou s'intéresse à soi, et on bloque... la langue française qu'on apprend à ses enfants et dans laquelle on brille, on dit « parlons bâtonnou ». Bon, on ferme ce chapitre-là, monsieur. C'est artificiel. C'est une mauvaise façon de s'intéresser aux gens. D'accord. On a parlé de l'opposition, on a parlé du taux de participation. Voici la prochaine question. Est-ce que ce score, j'allais dire, de la mouvance avec 81 députés n'est pas aussi une sorte de plébiscite de cette réforme? Vous n'aimez pas l'expression réforme, toutes ces actions qui sont menées par le gouvernement en place depuis 2016. Laissez-moi finir au moins la question. Depuis 2016, bon, voilà, je l'ai fini. Vous l'avez fini, plébiscite. Oui. Vous savez, on a beau dire le BR et l'UP, surtout l'UP, le renouveau. Doublé du renouveau. Oui. Ils sont des partis présidentiels. Vous savez, le jeu politique, et moi, je n'ai rien à perdre et rien à gagner dans tout ça. Et la majorité... Vous, en tant que personne... moi, en tant qu'individu, oui. Mais la façon dont vous parlez du plébiscite, là, qui c'est... Non, je pose une question. Non, c'est un plébiscite, ça c'est sûr, c'est un plébiscite. 81 contre 23, c'est un plébiscite. Comme 28. Contre 28, c'est un plébiscite. Mais la politique est faite de telle façon que... Et la prière que Talon doit faire avec sa clique... Non, pas sa clique. C'est le président de la République, un gouvernement. Bon, la clique, excusez, vous savez, les mots sont les mots, ils sont là. Les mots sont les mots. Jean-Paul Sartre a écrit sur les mots, on n'a pas toujours le mot qu'on veut. Exactement, exactement. Et donc, pourvu que ce plébiscite-là ne commence pas par avoir un goût amer d'ici à là. Parce que la politique, c'est une question de tractation. Hein. Je n'en dis pas plus. Voilà, d'ici à là, on sait que cette législature qui va s'ouvrir dans quelques semaines sera l'une des plus courtes, 3 ans. On parle d'un parlement de transition vers les élections générales. Donc, quelles sont vos attentes à vous? Comment vous voyez un peu ce qui va arriver? On va vers la fin du mandat du président de la République, comme vous le dites. Certains y voient déjà beaucoup d'instabilité à l'horizon ou du moins beaucoup de tractations. Comment vous percevez la suite? Et justement, vous dites beaucoup d'instabilité. Et comme le monsieur avoue que lui, il est là pour arrêter l'instabilité, il ne faut peut-être pas penser à la fin de son règne.
Parce qu'on ne sait pas si son règne va prendre fin. Non, il n'a pas de règne, il a un mandat. C'est pas un roi non plus. Vous savez, c'est pas un roi. Oui, il a un mandat. Et Adema, Yassine Adema n'était pas roi au Togo. Oui, bon, c'est un cas. Il n'y a rien de comparable. Blaise Compaoré n'était pas roi. Il n'y a rien de comparable. Jusqu'à ce que c'est 19% des Burkinabés qui l'ont élu. Oui. Bon, et on l'a bouté dehors après. Bon, moi, il n'y a rien de comparable. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire très précisément? Ce que je veux dire, c'est que je ne sais plus comment analyser le futur. Commencez déjà par apprécier cette cohabitation, puisque l'opposition a été voulue, elle y est. Comment cette cohabitation qui va nous amener jusqu'en 2026? La cohabitation, si les démocrates sont sincères, la cohabitation pourra être turbulente si la majorité ne veut pas bien faire le jeu. Parce que là, il leur reste la dénonciation tous azimuts. Ah oui, il leur reste la dénonciation tous azimuts. Il leur reste complot particulier qu'ils doivent dénoncer. Non, c'est pourquoi je dis si la majorité ne fait pas bien le jeu. Comme le jeu n'est pas encore sur la table, personne ne peut savoir d'avance comment on le fait et comment on ne le fait pas. On sait comment fonctionne le Parlement. Non, comment fonctionne le Parlement, mais vous ne connaissez pas la nature des lois qui seront votées. Vous ne connaissez pas le montant des budgets qui seront votés. Et comment seront décrits les compartiments devant concourir à ce budget-là. Donc voilà autant de détails. Et donc, attendant que le jeu soit là, on verra qui est qui fait quoi. Voilà, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Vous sembliez instiller quelques doutes sur la fin du mandat du président de la République. Qu'est-ce qui ne vous rassure pas dans tout ça? Non, moi je veux être rassuré de rien du tout. Mais, par exemple, s'il voit que selon lui, l'instabilité est là, le désordre continue, bon, on est bien servi que par soi-même. Hein. S'il décide que je ne vois pas encore la paix, moi je continue. Ce n'est pas moi qui irai l'arrêter. Il y a une constitution qui stipule qu'on ne peut se représenter que 2 fois dans sa vie. Jusque-là, où nous parlons, la constitution, elle est claire. Et les états d'urgence, vous ne connaissez pas ça? Les états d'urgence. Déclarer état d'urgence dans un pays. Il y a des conditions. Ah oui. C'est la loi fondamentale. Si c'est à elle de faire coalition, aussi, il y a des conditions. Il y a des conditions. Pour votre en Afrique aussi, il y a des conditions. Vous semblez dubitatif. Oh, vous savez, d'une façon générale, Soglo dénonçait la fausse pessimisme quand il était au pouvoir. Mais il y a de quoi douter de l'Afrique. Ça ne va pas. Ce n'est pas du Bénin que vous doutez, c'est de l'Afrique. Ah, le Bénin est compris dans l'Afrique. Bien sûr, mais pas spécifiquement. Oui, non, mais je vous le dis. C'est-à-dire qu'on ne sait plus que faire en Afrique. On ne sait plus, on ne sait plus. On est déçu régulièrement. C'est pas bon. C'est pas bon. On sent un désenchantement. Qu'est-ce qui pourrait justifier... Ah, ben, vous savez, la littérature africaine est classée comme ça, justement. La littérature africaine est classée en littérature précoloniale, littérature coloniale. Et dans la littérature coloniale, les écrivains étaient réputés des contestataires parce que tout le monde était uni pour contester le pouvoir colonial. Mais le mot que vous venez d'employer, là, désenchantement, c'est ça qui caractérise la littérature après les indépendances. Les indépendances étaient pleines d'espoir, mais les peuples africains ne voient plus quand ces espoirs-là vont s'illustrer. Ce désenchantement dont nous parlons en ce moment, est-ce aussi, pour le décrire, est-ce que ce n'est pas la faute aussi de ces intellectuels, de ces écrivains, sans parler de cette caste de sachants,
qui, quelque peu, est restée figée dans le passé. Aujourd'hui, vous parlez de cette jeunesse ne pavoise qu'en contestant. Est-ce qu'un peuple peut passer toute sa vie à contester? Est-ce que les sachants, ceux qui écrivent, ceux qui peut-être ont la mission de faire rêver la masse, hein, je ne veux pas parler de peuple, n'ont pas échoué aussi, parce qu'on indexe les politiques, mais à un moment, il faut bien que certaines lumières fassent rêver, projettent, je ne parle pas seulement d'espoir, disons, mettent la masse sur un chemin, dessinent le futur. Est-ce qu'on n'est pas resté trop figé aussi dans cette contestation qui, au final, s'avère improductive, parce que on va dire 60 ans après, on passe le plus clair de notre temps à indexer le colon. Oui, le colon a fait ci, le colon a fait ça. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas aussi principalement d'abord notre échec et l'échec de cette élite que vous aimez tant indexer? Vous y compris, parce que vous êtes écrivain. Non, bon, là, non. Moi, je vous ai déjà dit que par rapport à la basse population, donc au peuple au sens strict du terme, nous trois qui sommes ici, là, nous sommes déjà des privilégiés. Voyez, bon, les écrivains, est-ce qu'ils ne sont pas figés? Pourquoi ils ne cherchent pas des motifs de nous faire rêver? Écoutez, si vous dites que les écrivains sont figés, je vous laisse responsable de votre analyse parce que donc, ça bouge tellement et c'est eux seuls qui sont bouchés, qui ne voient pas non, je n'accuse pas, je n'accuse pas. Non, mais parce que est-ce que c'est pertinent la littérature, c'est une science. D'accord. Est-ce qu'en 2023, c'est pertinent d'avoir, en tout cas de baigner encore dans cette contestation empreinte du climat des années 60? C'est la question qui se pose. Oui, c'est la question. Et ce n'est pas seulement les écrivains, c'est les philosophes, en tout cas, c'est toutes les philosophes. Alors, quand vous prenez l'écriture, d'abord la littérature, c'est le produit de l'imagination. Oui. Mais aucune imagination humaine ne sort du ciel. L'imagination naît et grandit, prospère à partir d'une petite réalité, si infime soit-elle. Alors, au lieu de se demander si les écrivains ne sont pas figés, demandons-nous ce qui décidément ne va pas pour que l'analyse de toutes ces plumes-là aille dans ce sens. C'est ça le problème, parce que la littérature, c'est une science. Hein. La littérature est connue, classée depuis. À l'université, il y a un professeur togolais qui nous a, dans la littérature française, montré des périodes. Et là, il enseignait que ce qu'un critique littéraire a établi comme science de la littérature. Alors, il estime qu'au XVIIe siècle français, eh bien, la littérature était belle et on ne parlait que de beauté. Vous voyez? Mais dans le même temps, le XVIIe siècle français est le siècle le plus prospère politiquement. La France avait tout. Mais quand vous prenez la littérature française depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, le romantisme, quand je vois le surréalisme, quand vous prenez les livres d'un pays, vous allez dans un pays, vous prenez les livres, vous pouvez déjà connaître l'état du pays. La littérature de contestation, de critique et de reproduction de malheur ne naît et ne se développe que dans des périodes à problème. Et justement, la réalité est que nous avons trop de problèmes en Afrique. On ne peut pas se mettre à rêver. Non, mais vous voulez faire rêver qui? Vous voulez faire rêver des jeunes qui n'ont même pas les moyens de se marier? Il y a des chômeurs chez nous. On paye l'indemnité de chômage en France. Et dans une bonne partie de l'Europe. Pourquoi? C'est pour insérer les gens. Oui, bon, déjà parce que... Mais alors, vous voulez que l'écrivain chante quoi? Non, déjà parce que... C'est un peu trop simplificateur. Parce que vous l'avez dit, il y a un nombre qui reste, je vais dire, figé dans un certain siècle. Vous avez dit que certains ont estimé que la France, son meilleur temps, c'était le XVIIe siècle. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'était une belle littérature, grandiose. D'accord, mais est-ce que c'est pas parce que ça n'évolue pas, parce qu'ils sont restés figés à cette époque-là, en ne considérant pas
le moment présent, en fait, c'était ça. Non, mais parce que... Elle a dit le moment présent n'a connu aucune non, mais évolution. parce que après le XVIIe siècle, il y a eu la Révolution française. Bien sûr. Il y a eu la Révolution française, et déjà avant la Révolution française proprement dite, le XVIIIe siècle a passé, qui n'était que contestation et critique acerbe. Vous voyez, donc, quand la Révolution... Non, quand la Révolution... Non, je vais y venir. D'accord. Quand la Révolution a passé, la Révolution a ouvert le champ à tous les désordres. Et la pauvreté s'est creusée. Les bourgeois qui ont conquis le pouvoir étaient des malotrus, en fait. Bon, excusez le terme. Ben, c'était des gens qui n'ont pas tenu leurs promesses. Alors que le tiers-État a aidé la bourgeoisie à vaincre l'aristocratie, le tiers-État a été remis à sa place. La première forme de suffrage, c'était un suffrage censitaire. Ça veut dire que ceux qui avaient les moyens de payer l'impôt seuls pouvaient voter. Alors, vous voyez. Donc, le tiers-État, c'est le vrai peuple. C'est les mineurs, ceux qui descendent dans les sols pour prospecter les mines et tout ça. C'est eux. Donc, ils ont été laissés de côté. Et ça, cette souffrance qui est venue en France, ben, perdue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à se déverser sur nous autres peuples qu'on a colonisés. C'est ça le problème. Donc nous sommes les victimes expiatoires de la France. Nous sommes les victimes expiatoires de la France. Non, mais parce que c'est les bourgeois qui nous ont colonisés. Oui. C'est des gens absolument irrespectueux et trop égoïstes. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est pourquoi le libéralisme intégral ne doit pas avoir droit de citer en Afrique. C'est des gens égoïstes. Et ce n'est toujours pas, vous allez y répondre, ce n'est toujours pas une vision marxiste ou... Parce que là, c'est une lecture par classe sociale, bourgeois, vrai peuple. Quand vous parlez de marxiste... Ce n'est pas péjoratif. Non. Dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif. Je vous pose la question. Ce n'est pas une vision marxiste. Je vous dis que Marx, c'est un grand type. Moi, je ne suis pas marxiste. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas péjoratif. Oui, voilà. C'est un grand type. Mais quand on parle de la littérature, André Gide n'est pas marxiste. Non plus. Albert Camus, qui a dénoncé la guerre d'Algérie, et l'assassinat des Algériens n'est pas marxiste. Le racisme français n'est pas marxiste. Oui. Vous voyez, donc, non, il faut dire que l'idéologie existe, mais les écrivains sont des hommes normaux. Excusez-moi. Oui, personne n'a dit le contraire. Non, ils sont normaux. Être marxiste n'est pas anormal. Ils sont normaux en ce sens que ils ne sont pas partiaux. D'accord. Ils n'émettent pas leurs œuvres parce qu'ils aiment X et détestent Y. Non. Bon, ils ne sont pas des surhommes. Ils sont impartiaux. Ils sont pas impartiaux. Voilà. Oui, le marxisme, on n'y a plus là. Oui, mais qui vous dit que le marxisme-léninisme a satisfait un écrivain? Et la littérature de Solzhenitsyn en Russie, qui a été exilé. Mais le problème est là, c'est-à-dire que le jeu politique est mal perpétré chez ceux qui, en plus, viennent semer leur désordre en Afrique. Oui. C'est ça le problème. Bon, on va faire un débat littéraire, mais parce que quand vous dites que les écrivains sont impartiaux, vous n'avez pas me dit qu'ils n'ont pas de conviction. Aucune œuvre n'est exempte de conviction. Quand je dis cela, il y a une littérature de courtisans aussi. Hein. Oui. Voilà. D'accord. Il y a une littérature de courtisans. D'accord. Et donc, mais globalement, la littérature, c'est quelque chose de sain. Voilà, si vous êtes assez à l'aise dans votre... On vous comprend aussi, puisque vous êtes... non, bon, écoutez, moi, la littérature, c'est mon violon dingue. Ce n'est que ce que je dis. Je ne suis pas écrivain comme ça. Bon, mais j'ai une pièce qui a été éditée en France, L'amour et le reste. Et cette pièce, c'est pas pour sourire aux Français, ils savent bien ce que c'est. C'est tout. D'accord. J'allais vous poser une question, mais bon. Non, on ne va pas refaire ce débat sur la littérature. Nous sommes de toutes les façons en train de dégrainer, je vais dire, les toutes dernières minutes de cet entretien. Cela me permet quand même de vous poser peut-être la dernière question, à moi si vous avez une autre relance à faire. Est-ce qu'avec l'issue de 2023, c'est-à-dire des élections du 8 janvier 2023, on ne voit pas un peu, je vais dire, les perspectives pour 2026, M. Arrossi? 2026, moi, je ne sais pas en quoi 2026 va consister.
On parle des élections générales. Je n'ai pas le don de prophétie. Vous voyez? Donc, laissons 2026 arriver. Parce que beaucoup de partis sont venus, il y a un seul qui a tranché face au groupe présidentiel 2026. Que sera-ce? Que sera-ce si la présidence de l'Assemblée est mal tenue? Ce que j'appelle mal tenu, si ce n'est pas tenu par quelqu'un qui fait l'assentiment de certains. Je ne sais pas, parce que 2026, il ne faut jurer de rien. Comme dirait Voltaire, il faut cultiver son jardin. Oui, chacun, 2026, je n'y pense même pas. Parce que moi, je ne sais pas ce qui va se passer en 2026. Je peux même dire que j'ai déjà répondu à cette question parce que je ne sais même pas si 2026 va sonner la fin de quelque chose. Nous sommes en politique. Vous voyez, il y a mais ça lance quand même les jalons, en fait, c'est ça la question, ça lance, les jalons on voit un peu les partis où... Aller dans les sanctuaires. Les partis desquels peut-être peuvent venir des candidats quand on se réfère à la présidentielle. Quand je vais décrire la politique, la préoccupation des démocrates peut être comment laminer la mouvance. Laminer, c'est-à-dire réussir à les noyauter. Pour leur enlever même le goût de venir en 2026. À 28, pardon. Non, je dis leur préoccupation peut être ça. À 28, si, vous savez, quand un poids est lourd là, on tourne autour, on cherche les moyens de soulever le poids. Bon, à 28, ils sont faibles. C'est ce que vous pensez. Non. Mais eux, justement... Je demande... Si c'est à 28, oui, à 28, à 28, mais les 28 députés du parti des démocrates ne sont pas les seuls membres du parti, par exemple. Et donc, ce parti-là, dans ses états généraux, va sûrement penser à comment confisquer le jeu politique, ravir le jeu politique. En même temps que la mouvance va penser à comment faire taire ces trublions-là, qui viennent faire de mauvaises pêches chez eux. Alors, dans les calculs des uns et les autres, augurés de 2026, je ne m'avance pas sur ce terrain. Voilà. Merci à vous, monsieur Pascal Arossi-Nyalonfo, professeur de français à la retraite, écrivain par ailleurs. Nous sommes en train de finir. On va vous donner quelques instants pour que vous puissiez conclure. Ah oui, bon, la conclusion serait très simple. Je crois que il ne faut pas désespérer du Bénin, parce que ce qu'on observe au Bénin, c'est la suprématie de la fraternité. Quand ça tend trop la corde d'un côté, et le peuple sait réagir, et tout le monde, y compris les acteurs du jeu, ça nous a sauvés. Sous la Révolution, ça nous a sauvés. Sous Soglo, ça nous a sauvés. Sous Yaïboni. Avec le tournant que nous voyons maintenant, je crois que le président Talon aussi est en train de s'adapter un peu au rythme du Bénin. Donc, il ne faut pas désespérer du Bénin. C'est la terre de nos ancêtres et malgré tout, ça ira bien. Merci à vous, monsieur Arossi-Nyalonfo Pascal. Merci François-Xavier Numont. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez juste derrière nous le reste des plateaux de cette matinée politique.